Notre premier conférencier, M. Laurent Pilon, est coordonnateur des secteurs sol et eau souterraine et air et changement climatique chez Réseau Environnement depuis 2014. Il détient un baccalauréat en géologie de l'environnement et une maîtrise en hydrogéologie de l'UQAM. Il a près de 5 années d'expérience dans les domaines de l'évaluation environnementale de sites, des réhabilitations environnementales et des études hydrogéologiques. Et notre deuxième conférencier aujourd'hui sera M. Guillaume Couillard, qui travaille en tant que conseiller au Fonds municipal vert. Il dirige des efforts de marketing et de développement des affaires à travers le Canada pour des projets portant sur les sites contaminés. Avant de rejoindre la FCM, il a travaillé pendant 8 ans dans le domaine de gestion des sites contaminés pour le secteur public et privé. Il a une maîtrise en gestion des ressources maritimes de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi qu'un bac en sciences environnementales de l'Université de Waterloo. Donc, voilà, je passe maintenant la parole à Laurent Pilon. Et Laurent, on va vous donner le contrôle de vos diapos maintenant. Donc, juste mettre ta ligne sur... pas muet, et tu pourras prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour à tous. Avant de commencer, peut-être faire une petite mise en garde aux gens qui nous écoutent. Là, le webinaire, son objectif aujourd'hui, c'est de faire une introduction à ce que c'est qu'un terrain contaminé et comment les municipalités doivent gérer des terrains contaminés et des sols contaminés. C'est quoi leurs obligations, c'est quoi les enjeux liés aux terrains contaminés, puis ensuite, c'est quoi les services que certains consultants vont leur offrir. Donc, s'il y a des gens qui sont en consultation sur la ligne aujourd'hui, j'espère au moins dans la proportion légale pouvoir vous apprendre quelque chose, mais vous risquez d'en connaître des fois même plus que les conférenciers. Donc, c'était la petite mise en garde que je voulais vous servir. Pour commencer, Réseau Environnement, notre association est dans le fond de l'Association des experts en environnement du Québec. On représente 2700 membres, 350 entreprises, 250 municipalités au Québec. On est partenaire avec la FCM dans la mise en place du programme libre, donc de leadership en matière de terrains contaminés pour justement s'aider mutuellement. On compte plus de 500 bénévoles qui sont actifs dans 39 comités techniques. On a réagi l'année dernière à plus de 20 projets de règlement, guides techniques, etc., sous forme de lettres ou de mémoires l'année dernière, l'association. Puis on est très présent en région avec 9 comités régionaux. Notre mission, comme je disais, c'est de promouvoir les bonnes pratiques, mais comme on est l'Association des experts en environnement du Québec, c'est aussi de favoriser les échanges techniques, la diffusion des connaissances techniques, le suivi de la réglementation et faire des représentations auprès des décideurs. Donc, voilà, ça fait le tour pour ce que nous sommes, Réseau Environnement. Pour faire la suite sur ce que Stéphanie disait tout à l'heure à propos du financement du Fonds municipal vert, je vais tout de suite passer au travers des questions financières et des programmes qui existent au Québec. J'ai remarqué tantôt dans la liste des participants qu'il y avait quelques municipalités, je crois, qui sont hors Québec. La présentation va se focuser, dans le fond, sur ce qui est disponible au Québec, la réglementation au Québec, puis les bonnes pratiques québécoises essentiellement. On ne va pas nécessairement sortir de ce cadre-là, surtout au niveau des programmes de financement. Donc, au Québec, nous avons un programme de financement des friches urbaines contaminées qui s'appelle Climat-Sol, qui est en vigueur jusqu'en 2017. Dans les enveloppes sont toujours valides pour Montréal et Québec d'ici 2017. Le gouvernement a annoncé récemment le lancement de Climat-Sol Plus, c'est-à-dire l'année dernière, dans son budget 2015. Il lui a octroyé une enveloppe de 10 millions pour 2015. Le cadre normatif étant toujours en cours d'élaboration. Puis, le gouvernement a annoncé qu'il y avait une volonté aussi de financer la réhabilitation des terrains à fort potentiel économique. Ça, c'est pour ce qui est le Climat-Sol Plus. Aussi, le gouvernement projette en ce moment de développer un programme d'aide à la réhabilitation des résidences contaminées. Présentement, c'est strictement les contaminations au mazout qui sont ciblées, mais c'est quelque chose qui va être annoncé possiblement là, dans les prochains mois, prochaines années, on l'espère le plus rapidement possible. Puis comme je disais aussi, un programme de réhabilitation des terrains à fort potentiel de développement économique qui va aussi être mis sur pied. Réseau Environnement, depuis 2012, propose de mettre sur pied un modèle de financement bonifié qui s'appelle le FAR, le Fonds d'aide à la réhabilitation. C'est une étude qui a été financée par Réseau Environnement, par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, ainsi que par Golder et Groupe ABS.
C'est une proposition qui a été développée par le professeur de l'Université de Montréal, Daniel Gill, et qui propose de responsabiliser les municipalités, mais surtout de mettre en place un fonds qui est auto-financé et qui se bonifie avec le temps. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive suivante, c'est que le phare octroie des fonds en réhabilitation. Ces fonds-là sont retournés au phare à partir des nouvelles taxes foncières que les municipalités vont percevoir. Évidemment, ce genre de projet-là est dépendant d'avoir un projet de développement économique qui va générer des taxes foncières, puis que la municipalité y voit un bénéfice à long terme de s'impliquer là-dedans. C'est ce que Réseau Environnement propose. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on pourra peut-être les prendre en rafale un petit peu plus tard. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un terrain contaminé et pourquoi c'est important? Bien, les terrains contaminés, c'est composé d'enjeux environnementaux, sociaux et économiques. D'un point de vue environnemental, pourquoi c'est important de s'intéresser aux terrains contaminés? C'est parce que ça pose un risque toxicologique et écotoxicologique. Donc, ça a des impacts sur la santé humaine, sur la faune, la flore, bref, sur l'environnement. Il y a plusieurs façons d'être mis en contact avec ces contaminants-là, soit par diffusion dans l'air, par des vapeurs ou des poussières, ou encore par diffusion dans l'eau, les gens qui peuvent s'approvisionner en eau souterraine via des puits peuvent se retrouver avec des sources d'eau souterraine contaminées, qui peuvent aussi entrer en contact directement par exposition immédiate. Donc, à titre indicatif, pourquoi c'est important aussi, c'est parce que les contaminations des eaux souterraines sont souvent liées à des contaminations des sols et les contaminations progressent par gravité lorsque c'est des phases libres ou par dissolution lorsque c'est des métaux lourds. Pour votre information, 70% de la population québécoise est alimentée en eau de surface, 25% en eau souterraine municipale, puis 5% par une source privée. Donc, ça fait plus de 30% de la population québécoise qui s'approvisionne en eau souterraine. Donc, c'est très important là, de s'y intéresser. Règle générale, comment on gère ça au Québec, les contaminations des eaux souterraines, on y va par priorité. Là. Donc, si un aquifère est irremplaçable, on va poser souvent une action immédiate plutôt qu'un suivi. Par exemple, si on prend le cas des îles de la Madeleine, les îles de la Madeleine ont un aquifère qui est irremplaçable, ils n'ont à peu près pas d'eau de surface ou pas du tout. Donc, ils sont dépendants des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau. Ensuite de ça, il y a évidemment les enjeux sociaux. Les terrains contaminés, souvent, ça peut causer des drames humains. Il y a des gens qui achètent des terrains, se retrouvent des fois avec des vices cachés ou parfois ils peuvent avoir des accidents. Ça arrive beaucoup trop souvent, par exemple, que des livreurs de mazout pour le chauffage versent dans la mauvaise entrée et ça se déverse à l'intérieur d'une résidence, qu'il y a des réservoirs d'huile de chauffage qui coulent, des choses comme ça, puis les gens sont aux prises avec des contaminations après ça, puis ça se chiffre en milliers et dizaines de milliers de dollars souvent les réhabilitations. On parle aussi de dégradation de tissus urbains parce que souvent, quand on se retrouve avec des friches urbaines contaminées, les municipalités sont moins aptes à identifier ou à mettre en place un plan d'urbanisme qui est cohérent puis qui vise à un développement durable des municipalités. Il y a aussi une notion de perte de confiance de la population. On a vu récemment qu'il y a eu des problématiques de construction sur d'anciens sites d'enfouissement ou des écoles construites sur des terrains contaminés. Bref, sans entrer dans les détails du pourquoi est-ce que c'est justifié ces craintes-là, reste qu'il y a une notion de perte de confiance de la population qui doit être envisagée. Il y a aussi des enjeux économiques à prendre en considération pour les municipalités. Un terrain qui est repris par les municipalités, c'est inscrit à son passif fiscal, mais en plus de ça, c'est qu'il ne génère pas de taxes foncières. Les municipalités, encore aujourd'hui en 2016, vous le savez, sont encore très dépendantes des taxes foncières. Donc, c'est très important de développer l'assiette fiscale des municipalités. C'est aussi un frein au développement économique, comme je disais tantôt, par un tissu urbain qui est disparate, qui est mal développé. Ça nuit au développement des quartiers et des municipalités. Ça peut aussi générer des coûts additionnels dans la gestion de projets d'infrastructure publique. Donc, des fois, quand on creuse des routes, s'il y a un ancien site contaminé, il y a une contamination qui est imprévue, on parle de coûts additionnels. Comme je l'ai mentionné aussi, il y a la notion d'inscription du passif au titre des terrains contaminés.
Cette inscription-là, c'est une nouvelle norme comptable qui est entrée en vigueur en 2015. Je pourrais en parler plus en détail tout à l'heure s'il y a des questions à ce sujet-là, mais ça touche les municipalités qui doivent maintenant comptabiliser dans leur fiscalité, dans leur comptabilité, les terrains contaminés qui sont sous leur responsabilité dans un cadre bien précis, mais ça cause aussi certains problèmes pour les municipalités. Ensuite de ça, il y a toujours la notion de gestion imprévue des sols contaminés. Quand il y a des contaminations qui migrent d'un terrain à l'autre, puis qui migrent dans la rue, quand il y a des travaux de voirie ou d'aqueduc en urgence, les municipalités n'ont pas le temps de faire une caractérisation en bonne et due forme, puis ils se retrouvent à gérer des volumes de sol de façon imprévue, puis ces sols-là doivent être gérés de façon responsable, puis disposés dans des sites adéquats pour les recevoir. Donc, ça fait un peu le tour pour ce qui est des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient intervenir à ce stade-ci, mais je pourrais prendre des questions. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu as des gens qui sont écrits avec des questions à ce moment-ci. Il n'y a pas de questions présentement dans le chat, donc si quelqu'un de l'audience a des questions, veuillez s'il vous plaît les inscrire dans le chat, puis ça me ferait plaisir de les passer à Laurent. Mais je pense que pour l'instant, Laurent, tu peux continuer, puis si jamais il y a des questions, je t'arrêterai. Parfait. Donc, la troisième partie de ma présentation, c'est surtout orienté vers c'est quoi le cadre légal et réglementaire des terrains contaminés au Québec. J'entrerai pas dans le détail de ce qui se fait hors Québec, juste mentionner qu'il y a le Conseil canadien, le CCME, qui Conseil canadien des ministres de l'Environnement, qui a des normes qui sont applicables autant sur les terrains fédéraux au Québec que sur certains terrains à l'extérieur du Québec. Mais ici, au Québec, c'est surtout la politique de protection des sols et des terrains contaminés qui est en vigueur et qui guide la mise en œuvre des terrains contaminés. Il y a aussi la loi sur la qualité de l'environnement, il y a un paquet de choses. Puis on va passer au travers de tout ça, puis surtout regarder c'est quoi les obligations des municipalités en lien avec les terrains contaminés. Donc, pour commencer, le cadre réglementaire, mais surtout une petite évolution historique là, du cadre réglementaire du Québec avec deux programmes de financement des friches, de réhabilitation des friches urbaines contaminées. Rapidement, c'est pas inscrit là, mais en 1988, j'aimerais mentionner que c'est la première adoption de la politique de réhabilitation des terrains contaminés qui a vraiment été un jalon important pour lancer l'industrie des terrains contaminés, si on peut l'appeler comme ça, mais surtout pour encadrer finalement comment les bonnes pratiques environnementales pour régler cette problématique-là. Suivi en 98 une nouvelle mouture, donc 10 ans plus tard, de la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, cette fois-ci, c'est accompagné d'une multitude de mises à jour légales et réglementaires, donc adoption du règlement sur l'enfouissement des sols contaminés en 2001, le RPRT, règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains en 2003, il y a aussi eu la loi 72 qui a été mise en place, là, qui a précédé finalement le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, puis qui a défini c'était quoi un expert habilité par le ministère de l'Environnement, qui a ajouté la section 4.2.1 de la loi sur la qualité de l'environnement. Présentement, la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés est en cours de révision et même a été présentée dans le cadre de consultations particulières que Réseau Environnement a organisées au mois d'avril et mai. Donc, ça s'en vient très, très, très bientôt. Il y a une volonté du gouvernement de sortir cette nouvelle politique de protection des sols-là. Donc, comme je disais, la dernière révision, c'est 1998, on est en 2016, ça fait 18 ans. Donc, elle est sortie la dernière, on est un petit peu en retard sur l'échéancier, mais ça s'en vient très bientôt. En matière de nouvelles politiques de protection des sols, ce que je peux vous dire qui s'en vient, il y a une volonté de la part du gouvernement d'offrir des options de valorisation des sols faiblement contaminés. Donc, ce qu'on appelle les sols de la plage AB. Il va y avoir une multiplication des options de valorisation. Sinon, il va y avoir une multitude de petits programmes de financement qui vont être aussi mis en place, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Puis, il y a aussi quelque chose qui attire l'attention, c'est la redevance sur l'enfouissement des sols contaminés qui s'en vient et qui financerait ces nouveaux programmes-là. Donc, ça fait le tour un peu de c'est quoi l'historique légal et réglementaire, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis la politique de protection des sols, la nouvelle qui va arriver, il y a une multitude de révisions, de nouveaux règlements qui vont arriver, de modifications réglementaires qui vont aussi arriver. Donc, le cadre légal et réglementaire,
le carré de sable des terrains contaminés va beaucoup changer au Québec dans la prochaine année, je dirais même dans les prochaines années, sinon les prochains mois. Donc, pour ce qui est des municipalités, les obligations que les municipalités ont en matière de terrains contaminés, il y a la caractérisation des sols en vue d'une gestion adéquate des déblais. Donc, deux cas en particulier que j'aimerais mettre en évidence. Des travaux d'urgence, comme je disais tantôt, donc bris d'aqueduc, on doit excaver, on excave les sols, on doit les mettre en pile. Il y a la ville elle-même ou un consultant va les échantillonner. Puis ensuite de ça, il y a une disposition, une réutilisation adéquate. En matière de réutilisation adéquate, il faut faire attention et se référer à la grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaires. Une grille qui date de 2003, si je ne me trompe pas, et qui est toujours intérimaire, ça fait toujours rire. Bref, cette grille-là, qui est à la prochaine diapositive, on va pouvoir la regarder un peu plus en détail. Il y a aussi de prendre en considération que quand on redéveloppe un terrain dans une municipalité, on fait une caractérisation préalable, qui est une gestion immédiate des déblais. Quand on construit, s'il y a encore des sols qui sont contaminés, il faut les gérer. Puis préalablement à la réhabilitation aussi, il y a une gestion ou bien un traitement in situ, sur site, hors site, peu importe ce qui a été proposé et retenu par le consultant puis par la municipalité. Donc, la prochaine diapositive, comme je disais, c'est la grille de gestion des sols excavés intérimaires. Elle est faite selon les plages de contamination. En dessous du critère A, c'est une utilisation sans restriction. La plage AB, il y a plusieurs options. Comme je disais tout à l'heure, la nouvelle politique va offrir de nouvelles options de gestion des sols dans cette plage-là, parce qu'on a beaucoup de volume au Québec, puis il y a peu de sites qui sont capables de les accepter, puis ça crée des coûts nettement supérieur à ce que ça devrait être. Ensuite de ça, il y a la plage BC là, qui est contaminée au-delà des critères résidentiels, puis plus grand que le critère C. Donc, tout ça doit guider finalement la gestion des municipalités, des déblais qui sont générés, autant dans le cadre d'un redéveloppement, en suivi avec le promoteur du redéveloppement, ou si c'est la municipalité, ou encore dans les travaux d'urgence. Ensuite de ça, en matière d'obligation, il y a la notion de reprise ou achat d'un terrain contaminé par une municipalité en vue de son redéveloppement ou tout simplement parce que le propriétaire peut avoir fait faillite ou peu importe pourquoi la municipalité a décidé de reprendre un terrain. Il y a la notion qui doit être considérée de cessation ou changement d'activité visée. Donc, si la municipalité achète un terrain, c'est un garage mécanique, par exemple. Je vais donner quelques exemples d'activités visées tout à l'heure. Puis ce garage-là, il le ferme. À ce moment-là, il y a une cessation d'activité. Il y a une caractérisation qui est obligatoire. Ensuite de ça, ça doit être déposé à la direction régionale, plan de réhabilitation si c'est contaminé et réhabilitation avec un suivi et inscription au registre foncier. S'il n'y a pas d'activité visée, à ce moment-là, on rentre dans le domaine de la réhabilitation volontaire ou de gestion des sols contaminés dans le cadre d'un redéveloppement. Il faut prendre en considération que la contamination affecte la valeur d'un terrain, puis ça peut freiner les acheteurs potentiels. Même le gouvernement, dans la mise en œuvre de sa politique, on parle d'une politique et non pas d'une loi, évidemment. Donc, les juristes diraient que c'est du droit mou et non pas du droit solide ou dur. Puis, une politique, le ministère vise beaucoup pour l'application de sa politique sur les forces du marché. C'est-à-dire que les banques vont être très réticentes à prêter à un promoteur, à un acheteur potentiel, si par exemple il y a une contamination connue sur un terrain. Donc c'est pour ça que ça affecte la valeur du terrain. Puis avec raison, il y a des problématiques reliées à tout ça. Puis ça peut causer des frais additionnels. Une activité visée, juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est telle que définie à l'annexe 3 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, définie par règlement, c'est spécifié dans la loi sur la qualité de l'environnement que c'est prévu comme tel. Puis par exemple, des activités visées, ça peut être des stations-service, incluant les libres-services avec ou sans surveillance, postes d'essence sans service d'entretien, services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, usine de fabrication de ciment, usine de carton, etc. Donc, il y a une vaste gamme d'activités qui sont visées par le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Donc, les municipalités doivent être vigilantes et souvent les consultants vont bien
vont bien les conseiller là, dans l'achat d'un terrain là, en prévision s'il n'y a jamais eu des activités physiques. Ensuite de ça, des obligations pour les municipalités, un changement de zonage, si on ramène un niveau d'un niveau commercial à résidentiel, il faut réhabiliter aux critères d'usage qui sont les critères B pour le résidentiel. Ensuite de ça, la contamination hors site. Donc, la contamination hors site, ça applique les concepts de responsabilité et règlement des litiges. Une petite parenthèse là, sur la responsabilité d'une contamination hors site. On appelle ça la responsabilité civile extra-contractuelle. Donc, c'est la façon de régler un litige de responsabilité extra-contractuelle s'il n'y a pas de dommages moraux ou peu importe. C'est de rétablir la pleine jouissance et le plein usage du terrain. Donc, les gens ne peuvent pas demander de dommages punitifs ou quoi que ce soit dans un cas comme celui-là. C'est vraiment strictement de ramener le terrain à son plein usage voulu par le propriétaire. Aussi, il y a toute la notion de non-conformité telle que définie par le MDDLCC qui peut entrer là-dedans. Donc, le ministère peut émettre un avis de non-conformité après un signalement, une plainte, puis qu'un inspecteur a confirmé qu'il y a une activité non conforme, qu'il y a eu cours ou qui a déjà eu cours. Donc, une non-conformité, ça peut être par exemple un réservoir de mazout qui coule, un réservoir hors sol, évidemment, s'il était dans le sol, ce serait difficile pour un plaignant de remarquer qu'il coule. Mais sinon, s'il y a un réservoir hors sol de mazout d'essence, par exemple, qui coule sans action corrective du propriétaire et même du locataire, parce que faut prendre la loi aujourd'hui prend en considération aussi la notion de gardien fautif. Donc, même si vous êtes locataire puis vous n'avez pas pris d'action corrective si vous avez constaté que le réservoir coulait, vous êtes responsable. Puis, suite à cette non-conformité-là, il y a une contamination des sols et potentiellement des eaux souterraines. Bref, le ministère peut vous émettre un avis de non-conformité. Et pour terminer, un avis de non-conformité, ça ressemble à ça. Puis c'est un exemple que j'ai trouvé sur Internet, là, puis ça concerne TransCanada Pipelines et c'est forage à Kakuna. Donc voilà pour ma part, ça fait le tour. Puis on s'était entendu que je couvre ces enjeux-là liés au terrain contaminé. Guillaume va pouvoir ensuite de ça rentrer plus en détail de quels sont les services offerts par les consultants, quelles sont les technologies qui sont disponibles pour faire tout ça. Donc, merci. Merci Laurent pour cette belle mise en contexte super intéressante. J'ai pas encore reçu de questions des participants, donc à tous les participants, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les inscrire dans la boîte de chat. Mais moi, en attendant qu'on passe, on a encore un peu de temps là, avant de passer à Guillaume, j'aurais une couple de questions pour toi. Donc, tu parlais des changements là, qui vont être mis en place bientôt dans la politique. Est-ce qu'il y a des changements particuliers que tu t'attends à voir dans la nouvelle politique? Que je m'attends puis qu'on souhaiterait voir puis qui ne sont pas prévus ou Oui, exactement. Ils sont pas prévus. Peut-être des choses qui ne sont pas prévues ou des choses qui sont prévues que vous êtes content de voir changer. Je vous dirais que l'industrie des terrains contaminés attend avec grande impatience cette nouvelle politique de protection des sols. Il y a une volonté de la sortir, puis déjà là, c'est une grande avancée. Au niveau du détail de la politique, de sa mise en œuvre, tout ça, le gouvernement a plus présenté récemment ses orientations que les moyens qu'il va se donner là, pour la mettre en œuvre. Il s'est fixé plusieurs objectifs quantitatifs parce que la loi sur le vérificateur général lui impose de faire un suivi de ces objectifs et de s'en fixer aussi. Puis les objectifs du ministère, un des commentaires qui a été fait, il pourrait être plus ambitieux, mais déjà qu'il y en ait, c'est déjà une bonne chose. Par exemple, le ministère se fixe une cible de, je crois, 150 terrains réhabilités par traitement in situ d'ici 2020. Donc, il y a un plan d'action qui est associé à cette politique-là. Puis, ce plan d'action-là, c'est lui qui va faire le suivi de ces objectifs-là.
Donc, mais sinon, moi personnellement, ou à titre d'organisation Réseau Environnement, nous, on est très, très, très contents, on l'attendait. On invitait, mais ça fait un petit bout de temps qu'elle était prête, tout ça, on avait hâte qu'elle sorte, puis on est juste content qu'elle soit sortie. Puis ça va être une formule. La précédente mouture de la politique était très, très difficile à modifier. Cette fois-ci, le guide d'intervention va être mis à jour. Le guide d'intervention, dans le fond, c'est le guide d'intervention technique, ce qui va toucher plus les consultants, qui va définir c'est quoi les pratiques acceptables de l'industrie. Ce guide-là, il va être facilement mis à jour selon les nouvelles pratiques. Donc, par exemple, si on n'a pas prévu, je l'ai pas vu, le guide d'intervention, mais si on n'a pas prévu, le ministère, par exemple, de prendre en considération les nouvelles technologies de caractérisation en poussée directe comme le MIP, le LIF, excusez mes anglicismes, c'est de la fluorescence induite au laser, le LIF, le MIP, je ne saurais pas le traduire. Puis, c'est pas nécessairement couvert dans la politique. Mais à ce moment-là, vu qu'elle est facilement modifiable, cette nouvelle politique-là, et qu'elle va être accessible en ligne, ça va rendre le processus beaucoup plus facile pour évoluer collectivement. Donc, voilà. Peut-être une autre question avant de passer à Guillaume, s'il n'y a pas une question qui vient des participants. Donc, d'après toi ou d'après Réseau Environnement, qu'est-ce que vous pensez qui sont les plus importants obstacles qui freinent la réhabilitation des sites contaminés au Québec présentement, puis comment est-ce que ça a changé au cours des années, ces obstacles-là? Grosse question. Ça dépend du point de vue, ça dépend. Les promoteurs, généralement, sont capables de, si ils voient d'un point de vue financier un avantage, ils vont nécessairement redévelopper. Pour les municipalités, c'est vraiment ou bien d'avoir un financement adéquat, ou bien d'avoir moins de freins administratifs à l'octroi des subventions. Tantôt, je parlais je suis encore sur la diapositive Révisol, Climasol. Beaucoup de gens qui s'ennuient de Révisol, puis on parle d'un programme de 98 versus Climasol, parce que Révisol était très efficace, mais avait moins de contraintes administratives dans sa mise en œuvre. Tandis que Climasol est arrivé et a ciblé certains quartiers, a vraiment mis plusieurs obstacles justement au financement de la réhabilitation des friches urbaines contaminées. Puis ça, c'est, je pense, la première chose à régler là, dans la nouvelle mouture là, des Climasol qui s'en vient, ou du FOR comme Réseau Environnement veut. Parfait. Donc, merci Laurent. Guillaume, t'es toujours avec nous? Oui, toujours présent. Est-ce que tu avais une question pour Laurent ou tu es prêt? On passe à ta présentation? On peut passer à la présentation si ça vous va. OK, parfait. Donc, on va juste te donner le contrôle de tes diapos. OK, donc tu devrais avoir le contrôle. Oui. Oui. Ça marche? Oui, très bien. Okay. Bonjour tout le monde. J'ai aussi un avertissement pour vous, un peu comme Laurent l'avait fait un peu plus tôt. La présentation que je vais vous donner pourrait changer votre perspective sur tout ce qui touche la nature urbaine et les parcs urbains. La plupart de ces grands espaces verts-là qu'on retrouve dans des endroits très stratégiques qui sont non développés le sont la plupart du temps pour des raisons bien concrètes, et la très grande majorité du temps, c'est une contamination environnementale qui est présente, qui empêche le développement de ces sites-là. Donc, je vais vous dire tout de suite, les gens qui travaillent dans la gestion des sites contaminés sont sûrement les pires guides touristiques qui existent, et je vous parle par expérience personnelle. Donc, vous allez voir un peu certains des indices qui pourraient vous permettre de voir qu'est-ce qu'un site contaminé et comment, effectivement, ces parcs urbains-là ne représentent pas nécessairement un risque pour la population, même s'ils ont une contamination présente sur les sites. J'aimerais aussi vous dire que c'est le type de présentation qui est beaucoup plus facile à faire en personne parce que je peux interagir avec vous et voir si vous comprenez, si je dois fournir plus de détails ou pas. Alors, je vous invite très, très fortement à écrire vos questions. C'est la seule interaction qui nous est disponible aujourd'hui. Alors, j'apprécierais grandement si vous faisiez cette chose-là. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un site contaminé? C'est un site qui est caractérisé par des concentrations qui peuvent représenter un risque pour la santé humaine ou la santé écologique. Ou, tout simplement, ou de façon plus technique, un site sur lequel on a des substances qui se trouvent à des concentrations au-dessus des niveaux stipulés par les politiques et les règlements qui sont en place. Laurent a fait une très bonne description du cadre réglementaire en place au Québec. Donc,
tout simplement, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, ou le CCME, établit les grandes lignes directrices et les démarches à suivre à travers le pays. Et vraiment, les standards et le suivi réglementaire se fait au niveau provincial. C'est vraiment la province qui établit ces standards et ces façons de faire à l'intérieur des cadres réglementaires et des démarches établies par le CCME. Donc, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est passer à travers les grandes étapes d'un site contaminé essentiellement. Qu'est-ce qu'une phase 1, une phase 2, une phase 3? Comment on réhabilite un site? Et finalement, comment est-ce qu'on peut réaménager les sites contaminés? Donc, commençons tout d'abord avec la phase 1 environnementale. Ce qu'on tente de faire dans une phase environnementale, c'est faire une revue historique de tous les usages qui ont eu lieu sur un site et qui auraient pu contribuer à une contamination potentielle. Donc, je parle du site en question, mais il est aussi très important de faire une analyse sur les sites se trouvant dans un rayon d'à peu près 250 mètres alentour du site à l'étude, parce que les usages qui ont eu lieu sur ces sites-là aussi pourraient avoir un impact sur le site en question qui est visé par la phase 1 environnementale. Comment est-ce qu'on complète la phase 1 environnementale en tant que telle? Bien, tout d'abord, une des étapes importantes, je vais vous parler de différentes étapes qui ne sont pas nécessairement présentées de façon chronologique, mais une des étapes très importantes, c'est de faire une visite de site. Donc, vraiment d'aller physiquement sur le site et de regarder ce à quoi on a à faire face. Donc, tout d'abord, dans la photo en haut à gauche que vous pouvez voir, bien évidemment, si on trouve des barils, ces genres de choses-là, on peut se douter que la gestion environnementale sur le site est légèrement douteuse et il peut y avoir des enjeux. Donc, dans la phase 1, on essaie de déterminer les zones cibles où on pourrait avoir une contamination potentielle et où on va devoir effectuer des recherches un peu plus poussées lors de la phase 2. Dans la photo en bas à gauche, vous pouvez voir des fois, encore une fois, au niveau de la gestion environnementale, on peut avoir des décharges ou de l'entreposage illégal ou non conforme. Dans ce cas-ci, on semble avoir du remblai de mauvaise qualité qui a été déposé sur le site. Donc, c'est le genre de choses qu'il faudrait caractériser lors de la phase 2. En haut, à droite, on a un réservoir de stockage pétrolier hors sol. Comme vous pouvez voir, bien, des fois, les enjeux, tout simplement, peuvent être un entretien qui peut être manquant ou qui n'est pas vraiment excellent. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a beaucoup de rouille sur le réservoir. Donc, il serait important pour un site comme celui-là de déterminer s'il pourrait y avoir un enjeu environnemental avec les indices qu'on peut voir physiquement. Et encore une fois, dans la photo en bas à droite, vous pouvez voir en bas de la photo, mais il semble avoir une genre de tache plus foncée. Donc, ça peut être une indication qu'il peut y avoir une contamination potentielle aux hydrocarbures. Donc, lors d'une visite de site, vraiment, c'est mettre le chapeau d'inspecteur et de regarder tout ce qui se trouve sur le site et tout ce qui aurait pu ou peut causer une contamination. Donc, souvent, on va regarder aussi tout ce qui touche les substances désignées. Donc, on parle d'amiante, de plomb, de mercure et souvent, dépendamment de l'âge des bâtiments, les chances de retrouver ces types de matériaux-là sont beaucoup plus présents ou beaucoup plus fortes, je devrais dire. Et par après, il faut faire un zoom extérieur, je dirais, sur le site en question et regarder tout ce qui a eu lieu alentour du site. Donc, on fait référence à toutes les photos aériennes qui auraient pu être prises sur le site en question. Ce sont des photos historiques qui, dans le temps, étaient prises avec des avions. Donc, il peut être plus difficile de trouver certaines périodes ou certaines photos vraiment avec le type d'échelle qui est nécessaire pour bien voir le niveau de détail. Une bonne pratique, c'est de prendre des photos 5 ou 10 ans. Et lorsqu'on voit qu'il y a des changements de zonage ou des changements d'usage sur les sites, c'est vraiment de cibler plus près. On parle de peut-être 2 à 3 ans. Je suis bien curieux de voir comment les choses vont évoluer dans le futur avec tous les drones qui sont disponibles présentement. Les gens qui vont faire ce type de travaux-là dans 20 ans vont avoir une résolution et peut-être même des vidéos d'une qualité vraiment incroyable. Donc, les choses devraient changer de façon assez importante prochainement. Donc, une fois qu'on a vu nos photos aériennes, il faut aller consulter aussi beaucoup de documents historiques. Donc, on peut aller regarder des documents d'assurance, des assurances incendie, des registres municipaux aussi. C'est un exemple que vous avez présentement sur la diapositive. Il y a aussi beaucoup de compagnies spécialisées qui vont avoir des bases de données très, très poussées qui vont conduire une foule d'activités, comme par exemple des anciens garages, des puits d'échantillonnage, des puits pour la consommation d'eau souterraine qui peut être présente dans les environs du site. Et par exemple, où se trouvent différents réservoirs de stockage pétrolier hors sol et sous le sol. Comme Laurent l'a dit, il peut être très difficile d'identifier si ces réservoirs-là sont présents ou pas, surtout lors d'une visite de site. S'il n'y a pas d'indice en tant que tel, il faut vraiment retrouver ces registres-là. Et finalement, une source inestimable d'informations, c'est vraiment de parler avec les gens qui connaissent le site, qui connaissent l'historique de ce qui a eu lieu sur le site. Les meilleurs contacts, vraiment, ce sont ceux qui ont travaillé sur le site lorsque le site est en opération. Ces gens-là connaissent très bien le site, puis ils peuvent connaître aussi l'emplacement de choses qui peuvent être plus difficiles à trouver, des drains souterrains et d'autres emplacements clés qui avaient lieu à l'intérieur de la manufacture ou de l'usage qui avait lieu sur le site. Surtout quand les bâtiments ont été démolis, cette information-là vraiment peut être très difficile à obtenir. Donc, ces gens-là détiennent une information qui
qui est clé et il est essentiel de parler avec ces gens-là. Donc, une fois qu'on a complété notre phase 1, on va avoir déterminé les zones importantes où on doit faire une caractérisation plus approfondie. Donc, c'est là qu'on commence la phase 2. Et essentiellement, la phase 2, ce qu'on tente de faire, c'est de confirmer ou d'infirmer la présence de contamination. Donc, on va aller dans ces zones-là que la phase 1 a identifiées et aller chercher des échantillons physiques, donc de sol, d'eau souterraine, de sédiments, d'eau de surface, pour déterminer s'il y a effectivement une contamination sur le site ou pas. Ce qu'on tente de faire, c'est déterminer la nature, l'étendue et le volume de la contamination dans les différents médias que je viens juste de discuter avec vous. Et aussi de cibler et de quantifier l'incertitude reliée à ces mesures-là. Donc, physiquement, comment on fait la phase 2? C'est là qu'on a des travaux de champ ou des travaux sur le site en tant que tel. Vous pouvez voir dans la photo en haut à gauche une foreuse. Donc, on fait venir la foreuse sur le site et c'est à l'aide de ce type de machinerie-là qu'on obtient les échantillons que vous pouvez voir en haut à droite. Donc, on sort les carottes de sol où on peut vraiment voir la géologie qui se trouve sur le site. On fait face à quel type de sol. Et même à l'intérieur de ces carottes-là, c'est là qu'on obtient nos échantillons qu'on va envoyer au laboratoire pour faire caractériser le sol et déterminer si la contamination est présente. Dépendamment de la nature de la contamination, on peut avoir des indices très importants qu'une contamination est effectivement présente sur le site ou pas en termes d'indices olfactifs ou même visuels. Et on peut aussi déterminer à quelle profondeur se trouve l'eau souterraine parce qu'on va voir que le sol va devenir de plus en plus saturé ou même on peut voir effectivement où se trouve le niveau de l'eau souterraine sur le site en question. Ce qu'on va faire par après pour certains de ces emplacements-là où on fait du forage, c'est installer des puits pour pouvoir échantillonner l'eau souterraine. Il y a deux grands types de puits. Je vous disais plutôt les indices sur les parcs ou les zones urbaines où il peut y avoir de la contamination. C'est les deux photos que vous pouvez voir en bas à gauche. Donc, en bas de page, une à gauche et une à droite. Celle à gauche, c'est un puits hors sol qui est beaucoup plus facile à retrouver sur un site, mais dépendamment des usages, n'est pas toujours pertinent, surtout s'il y a beaucoup de trafic. Et la photo à droite vous montre un puits qui est à ras le sol et qui peuvent représenter des heures de plaisir à retrouver en hiver sous la glace, le gravier, surtout lorsqu'on a un GPS d'une précision de 5 à 10 mètres, mais la technologie évolue encore, donc les choses sont beaucoup plus faciles aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a déjà quelques années. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui se passe sous le sol en tant que tel. Donc, on a vu les différents types de puits hors sol pour échantillonner l'eau souterraine. Ce qu'on fait, c'est qu'on insère un genre de tube en PVC, comme vous pouvez voir, et il y a certains petits trous que vous pouvez voir dans la photo à droite, ce qui permet à l'eau souterraine d'entrer dans le puits en PVC et de pouvoir l'échantillonner, donc prendre l'échantillon en tant que tel. On met ce filtre-là au niveau de la masse géologique à l'endroit où on veut vraiment échantillonner l'eau souterraine en tant que telle. On va s'assurer de mettre alentour un matériel qui est poreux, qui permet à l'eau de se retrouver dans le puits et aux autres endroits, à l'intérieur du puits qu'on vient juste de forer, on va installer un matériel qui s'appelle la bentonite. C'est un matériel qui devient solide au contact avec l'eau. Donc, on s'assure de bien hydrater pour vraiment isoler le puits et être en mesure d'échantillonner exactement la zone géologique d'intérêt pour nous et où se trouve l'eau souterraine pour voir si effectivement elle est contaminée ou pas et empêcher toute contamination des autres profondeurs du sol et contamination potentiellement aussi de l'eau de surface. Donc, par exemple, s'il y a de la pluie ou des eaux de ruissellement qui ne se trouvent pas dans l'eau et qu'on est vraiment effectivement en train d'échantillonner l'eau souterraine. Les conclusions possibles de la phase 2, une fois que c'est fait, on peut déterminer qu'on a besoin d'échantillonner un peu plus. Je vais vous montrer, ça ressemble un petit peu à quoi. Donc, ça, c'est un exemple d'un site où on aurait fait des forages. Donc, obtenu des échantillons de sol et installé certains puits. Et vous pouvez voir les concentrations en fonction des couleurs qui sont représentées ici. Ce qui est essentiel de faire, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une ligne propre. Donc, d'établir, donc en s'éloignant de la zone de contamination, où se trouve une ligne où on ne mesure plus de contamination. Donc, à ce moment-là, on peut déterminer l'étendue et le volume de sol et ou d'eau souterraine qu'on a géré sur le site en tant que tel. Donc, des fois, en ayant complété une phase 2, on se rend compte qu'on a besoin de plus d'échantillons pour déterminer l'étendue complète de la contamination, soit le panache, donc l'étendue de l'eau souterraine contaminée, ou de sol contaminé qui est à gérer sur le site. Des fois, quand on est très chanceux, la phase 2 peut nous dire il n'y a pas de contamination sur le site, donc tout est beau et on peut procéder à la prochaine étape sur ce site-là. Ou finalement, des fois, on peut déterminer qu'une étude de risque peut être nécessaire pour gérer la contamination qui est présente sur le site et qui est peut-être pas nécessaire d'utiliser d'autres méthodes peut-être un peu plus traditionnelles ou qui demandent plus de travail physique sur le site en tant que tel.
ou finalement que le site doit être réhabilité avec les méthodes que je viens juste de vous décrire. On va en parler un petit peu plus tard au cours de la présentation. La prochaine question qu'il faut qu'on se pose essentiellement, c'est comment est-ce qu'on définit ce qui est propre ou acceptable pour un site contaminé. Ce qu'on fait, c'est qu'on compare les concentrations qui ont été mesurées sur le site dans les différents médias avec les critères applicables. Donc, je vous ai montré les 3 critères qui sont disponibles au Québec, et ces critères-là sont établis dépendamment de l'usage du site qui est proposé ou qui est maintenant sur le site en question. Donc, c'est en fonction des mesures de risque. Donc, Santé Canada va déterminer, par exemple, lorsqu'on parle d'un critère résidentiel, que quelqu'un peut être présent 24 heures par jour, 365 jours par année. Lorsqu'on parle d'un site commercial, un récepteur humain, encore une fois, on peut s'attendre à ce que la personne soit présente, par exemple, 8 heures par jour, à raison de 340 jours par année. Donc, c'est comme ça qu'on établit les différentes normes applicables. Évidemment, moins on est présent sur un site et moins les risques sont grands d'entrer en contamination avec ce site-là, et plus c'est permissif. De la même façon, on regarde les types de récepteurs qui peuvent être présents. Donc, lorsqu'on parle d'un site résidentiel ou récréatif, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des très jeunes enfants qui soient présents sur le site, mais ces mêmes enfants-là ne devraient pas se retrouver sur un site de nature commerciale ou industrielle. L'autre question que je voulais discuter avec vous, c'est de savoir d'où provient la contamination. Souvent, c'est des usages industriels ou commerciaux qui ont eu lieu sur le site, qui ont laissé un certain niveau de contamination sur le site. Il peut y avoir des déversements accidentels, comme le mentionnait Laurent un peu plus tôt, les gens qui livrent le mazout et ce genre de choses-là. La plupart de la contamination des sites contaminés sont contaminés en raison de produits des hydrocarbures. Donc, la plupart du temps, c'est le type de contaminant qu'on retrouve. Il peut y avoir l'enfouissement illégal, comme on l'a vu sur certaines des photos que je vous ai montrées. On peut retrouver du remblai de mauvaise qualité. Il peut y avoir des sinistres, donc des feux, des déversements, des explosions qui peuvent résulter en la contamination qu'on peut mesurer sur le site. Je vais parler très, très rapidement des types de contaminants qu'on peut retrouver. Comme je vous ai dit, les hydrocarbures sont ceux qu'on trouve le plus fréquemment. Il peut y avoir des métaux, des composés chlorés, des composés phénoliques, des pesticides, des herbicides. Donc, c'est assez varié. Et souvent aussi, il y a des contaminants qu'on appelle des contaminants émergents. Donc, c'est des substances pour lesquelles on a fait un usage, mais depuis un court laps de temps, on se rend compte qu'il peut y avoir des problématiques reliées à ces contaminants-là. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve la contamination et qu'on a besoin de réhabiliter le site? Il y a 2 grandes catégories de réhabilitation. Il y en a une qui se fait hors site ou ex situ. La plupart du temps, on parle d'une excavation et d'un enfouissement dans un site qui est certifié par le ministère. De temps en temps, on a aussi des traitements de sol qui peuvent se faire hors site. Et l'autre grande catégorie, c'est des approches in situ. Donc, c'est vraiment de gérer les sites de gérer les sols ou la contamination sur le site en tant que tel. Je vais passer très, très rapidement à travers les différents types d'interventions, juste pour vous donner une idée des saveurs potentielles de ce qui peut être fait. Donc, une biopile, c'est ce qu'on voit présentement sur la photo. C'est une façon de gérer la température et l'humidité dans les sols. Et puis, on contrôle ça de façon à augmenter la dégradation de la contamination par les micro-organismes qui sont présents dans le sol. Donc, on peut augmenter la concentration des micro-organismes aussi dans le but de dégrader la contamination qui est présente. On peut aussi procéder à l'injection d'oxydants. Comme vous pouvez le voir, ce qu'on fait essentiellement, c'est une dégradation chimique de la contamination qui est présente. Donc, on a un puits pour injecter le produit et un autre puits pour ressortir la dégradation et les produits résultant de la réaction chimique. On peut aussi faire la bioventilation au même moment, donc c'est sortir les vapeurs qui se retrouvent générées en raison de la contamination. On a aussi la phytorémédiation. Ce qui peut être intéressant aussi, donc c'est essentiellement de stabiliser, de dégrader, de volatiliser la contamination. Les approches que je vous décris ici, in situ, souvent peuvent être intéressantes parce qu'elles peuvent être moins dispendieuses que la méthode traditionnelle hors site d'enfouissement et d'excavation. Les coûts d'enfouissement peuvent être très, très importants. Lorsqu'on parle de phytorémédiation spécifiquement, ce qui est intéressant, c'est que les coûts peuvent être très, très bas. Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps à réaliser ce type de réhabilitation-là. Et il y a un certain niveau d'incertitude aussi qui est relié avec la réalisation de ce type de projet-là. Donc, quand on fait une excavation, on sait quand on commence et on a une très bonne idée du moment où on va terminer si nos volumes de contamination ont été bien établis auparavant. Je vous ai déjà parlé rapidement des lavages de sol et finalement, il peut y avoir ce qu'on appelle l'atténuation naturelle. Donc, c'est la dégradation naturelle de la contamination avec les composés qui se retrouvent dans le sol. Donc, évidemment, ça dépend de l'étendue de la contamination et de la nature de la contamination si ces processus-là peuvent avoir lieu sur un site de façon naturelle.
finalement, je voulais discuter avec vous du processus d'analyse de risque. Je vous ai parlé des critères applicables un peu plus tôt, dépendamment des usages qui ont lieu sur le site. Ces critères-là sont établis de façon stricte et doivent être suivis par les lignes guides qui sont établies par Santé Canada. Par contre, dans une analyse de risque, ce qu'on tente de faire essentiellement, c'est de développer des critères spécifiques pour le site en usage. Donc, les critères, comme je l'ai dit, sont prescriptifs d'Environnement Canada, mais quelqu'un peut regarder les usages qui sont prévus sur le site et se dire, ah, ben, tel récepteur ne va pas être présent en raison de ce qui est proposé sur le site. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est, comme vous pouvez voir la diapositive présentement, c'est un modèle conceptuel des usages qui vont être présents sur le site et des moyens d'exposition des récepteurs. Donc, les récepteurs, ce qu'on veut dire, c'est par exemple un enfant, un adulte, un adolescent pour les récepteurs humains. Et pour les récepteurs écologiques, bien là, on parle de toute la chaîne écologique potentielle. Donc, si on est en mesure de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exposition à la contamination, à ce moment-là, il n'y a pas de risque. Donc, au niveau des mesures de risque ou de gestion de risque, on dit que si un récepteur ne peut pas entrer en contact avec la contamination, à ce moment-là, il n'y a pas de risque potentiel. Donc, à l'intérieur d'une analyse de risque, ce qu'on peut faire, c'est déterminer des critères spécifiques applicables au site et des mesures permettant de faire en sorte que les gens n'entrent pas en contact avec la contamination proposée. Donc, en appliquant ce type de méthode-là, on est en mesure potentiellement de diminuer la quantité de sol contaminé ou de contamination qui doit être enfouie ou gérée sur le site de façon un peu plus mécanique, je vous dirais. Et finalement, après avoir fait tous ces types de travaux-là, on peut être en mesure de réaménager notre site et de réutiliser le site aux usages proposés. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous. Je vous invite à entrer en contact avec moi si jamais vous avez des projets spécifiques que vous aimeriez discuter et de savoir un peu des modalités de financement au Fonds municipal vert. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci beaucoup, Guillaume. Super intéressant. J'ai quelques questions qui sont rentrées des participants, donc je vais y aller en ordre chronologique. Donc, on a une question, puis je ne sais pas si ça va être peut-être toi ou sinon peut-être Laurent, si tu veux répondre à celle-ci, mais c'est une dame, Paty Poulain, qui habite dans Chaudière-Appalaches, une région qui a bien évidemment beaucoup d'amiante, qui demande pourquoi l'amiante est considérée comme toxique. Donc, est-ce que c'est une question que peut-être Laurent, tu peux y répondre? Oui, pas de problème. Le cas de l'amiante, je sais que c'est très plate pour les gens de Chaudière-Appalaches, pour la région de Thetford puis d'Asbestos, puis que c'était une source de développement économique assez important, puis d'activité économique pour cette région-là pendant longtemps. Le fait est que depuis les années 1890, qu'on sait que l'amiante est toxique, puis que ça cause des cancers, autant que ça cause l'asbestos, tout ça. Donc, il y a beaucoup de, ça a été très, très, très documenté. Malgré qu'il y ait 3 types d'amiante différents, le chrysotile, amorite, profidolite. Ce qui est dommage, c'est que le Québec a parmi les plus beaux gisements d'amiante chrysotile au monde. Mais reste que ça fait depuis très, très longtemps que ça a été noté comme étant toxique. Puis, faut faire attention. Puis, dans le fond, une fois qu'une substance a été identifiée comme toxique, il y a des mesures qui doivent être prises lorsque les gens sont en contact avec cette substance-là. Puis il y a des équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés. On parle des masques, on parle de gants, on parle d'une combinaison jetable, des choses comme ça. Donc malheureusement, pour les Chaudière-Appalaches, c'est vrai que c'est toxique, puis ça a été documenté dans de nombreuses études scientifiques. J'aimerais rajouter juste un point, si possible. Encore une fois, ça dépend des voies d'exposition, comme on vient tout juste de discuter au niveau des mesures de risque. Donc, c'est les types d'amiante qui sont friables et qui peuvent représenter un risque. Donc, lorsqu'il y a des plus petites particules qui peuvent être volatilisées, les gens peuvent les ingérer en respirant, donc à travers l'inhalation, et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aller se loger dans les poumons et ça cause problème. Donc, tant que certains types d'amiante ne sont pas friables et ne sont pas dérangés, ils ne représentent pas nécessairement un risque, mais les gens doivent savoir où elles se situent si jamais il y a des travaux dans ce type d'immeuble-là. Mais on ne fait pas de distinction vraiment. Une fois qu'on est en contact avec c'est vrai que la taille des fibres va avoir une grande incidence là, sur sa toxicité, mais reste que les réglementations ne font pas de différence là, au niveau de la taille des fibres. Parfait, merci. Donc, une autre question de
Marc-Olivier Blouin. Donc, peut-être une question, en fait, n'importe qui pourrait la répondre. Là. Lors d'une phase 2, combien de carottes doivent être faites par hectare? Ah, ben ça c'est laissé à la discrétion du professionnel en environnement. Donc, c'est vraiment pas... La densité va être déterminée en mesure des sources potentielles qui ont été identifiées lors de la phase 1 et vraiment vont être faites en fonction de bien caractériser le site et s'assurer qu'on peut obtenir la ligne propre dont j'ai discuté un peu plus tôt dans la présentation. OK. T'avais-tu quelque chose à ajouter, Laurent? Ben, il y a le guide de caractérisation qui est en cours de révision, qui donne des indications qu'est-ce qui est un maillage souhaitable, mais effectivement, comme Guillaume disait, ça va être au professionnel de déterminer s'il veut plus d'informations dans une zone qui est à risque ou moins. OK. Donc, j'ai une question de clarification finalement pour Guillaume. Pendant ta présentation, tu as dit que les enfants ne devraient pas se trouver sur des sites à vocation commerciale. Puis le participant demande est-ce que cette phrase vise plutôt l'emplacement d'un parc pour enfants? En fait, les parcs pour enfants, souvent, ça va tomber sous le critère récréationnel. Donc, ce que je veux dire, c'est, par exemple, lorsqu'on parle d'un endroit commercial, ce serait une manufacture ou industrielle, ce genre de choses-là. Des fois, sous le commercial, dépendamment des réglementations, Laurent saurait sûrement mieux répondre à ces questions-là, mais en Ontario, des fois, commercial, ça peut être une garderie, par exemple. Donc, faut faire attention des usages qui sont proposés et des critères qui vont être applicables pour le site en question. Je lisais le chat, je suis coupable, je suis désolé, j'ai pas entendu ta réponse, Guillaume. OK, donc une autre question. Quels sont les types de réhabilitation à privilégier pour un usage industriel à court terme? Ben, court terme, tout est une fonction de temps versus argent en matière de réhabilitation. Il y a des technologies qui se mettent en place plus rapidement, il y en a qui prennent plus de temps. Donc, si on parle de court terme, l'usage industriel, on parle donc au-delà du critère C, donc souvent ça va être ou bien un pré-traitement en vue d'un enfouissement si c'est au-delà du critère D, mais sinon ça va être le plus rapide, c'est ce qu'on appelle le dig and dump, c'est l'excavation puis traitement hors site. C'est le plus rapide, puis après ça, c'est de voir combien de temps vous avez devant vous là, pour faire la réhabilitation. Puis les consultants vont pouvoir vous faire un beau portrait, dépendamment combien vous avez à investir selon les technologies puis le temps que ça va prendre. Puis est-ce que c'est aussi le dig and dump, par contre, une des techniques les plus chères aussi? Oui, tout à fait. C'est souvent ce qui va causer les coûts les plus élevés. Parfait. Donc, j'ai pas d'autres questions des participants. Donc, une qui vient de rentrer, de Lina Lamour. Les techniques de réhabilitation présentées par Guillaume sont plus pour des contaminants organiques ou inorganiques, tels que des métaux lourds. Donc, est-ce que tu avais... Ça dépend des techniques en question. Ça dépend des techniques en question. Par exemple, comme les biopiles, habituellement, c'est plus pour des composés organiques. Les métaux lourds, ça peut être beaucoup plus difficile à gérer. Donc, par exemple, les lavages de sol, souvent, on va l'appliquer à des métaux. C'est une technique qui peut mieux fonctionner. Donc, tout ce qui touche biodégradation ou dégradation à travers des processus des micro-organismes, ces genres de choses présentes dans le sol. Donc, souvent, c'est beaucoup plus efficace au niveau des composés organiques. Les métaux, souvent, ne se dégradent pas de cette façon-là. Donc, tout dépendamment de la contamination, encore une fois, il n'y a pas de technique magique ou spécifique pour le site. Ça dépend vraiment de ce qu'on retrouve sur le site, la géologie et les types de contaminants qui sont présents. Puis, est-ce que ça vaut la peine aussi de développer, faire des tests dans un laboratoire en premier pour faire élaborer finalement la technique de réhabilitation pour le site au complet? Ah, très certainement. Ça peut être une très bonne approche pour diminuer les risques et d'avoir beaucoup plus de certitude avant de faire la réhabilitation sur l'ensemble du site, de le faire sur plus petite échelle pour s'assurer que ça fonctionne vraiment, encore une fois, avec les caractéristiques spécifiques du site.
Donc, on est maintenant arrivé à 14 heures, donc on n'a malheureusement plus de temps pour les questions aujourd'hui, mais on a à l'écran les coordonnées de Laurent et Guillaume. Donc, j'invite tous les participants à contacter soit Laurent ou Guillaume, les deux, avec toute question. Si vous voulez aussi en savoir plus sur le travail de Réseau Environnement, le programme phare, je vous invite évidemment à contacter Laurent. Puis tout ce qui est question de financement aussi, notre expert ici à l'interne, c'est vraiment Guillaume. Donc, on va maintenant terminer le webinaire. Je vais inviter par contre les membres du programme de leadership en réhabilitation de sites contaminés de rester sur la ligne pour continuer la discussion. Mais pour le reste des participants, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver parmi nous à notre prochain webinaire.